Bienvenue sur la chaîne d'immigration de Coloco Immigration. Je m'appelle Annie Coloco, je suis avocat d'immigration. N'oubliez pas évidemment de suivre la page, d'activer la clochette de notification. Comme ça, vous n'allez rien rater. Mais oui, maintenant, on va parler justement d'une dernière nouvelle d'immigration qui ont un impact significatif justement pour certains d'entre vous. Nous allons parler de deux choses. Évidemment, le fait que le Department of Homeland Security donc, a révoqué le statut légal pour certains immigrants dont de Cuba, Haïti, Venezuela et Nicaragua. Ben voilà, c'était en fait un programme qui avait été instauré par l'administration Biden. Numéro 2, nous allons parler justement de l'accord en fait entre les services des impôts, dit IRS, et l'administration. Et comment est-ce que ça aura encore un autre impact justement sur vos statut. Voilà, donc on en parle, n'oubliez pas et on y va. Maintenant, évidemment, le Department of Homeland Security a indiqué justement qu'ils avaient révoqué le statut de l'administration, donc qui avait été instauré par l'administration Biden pour certains citoyens d'Haïti, Venezuela, Nicaragua et Cuba. Mais pourquoi on parle de quoi en fait? Ce programme en fait qu'on appelait CHNV ou en français CHNV, c'était un programme qui a permis justement à près d'1 demi-million de personnes d'entrer aux États-Unis et d'avoir un statut légal. Mais la stratégie derrière tout ça, c'était quoi? C'est qu'il faut se rappeler qu'il y avait énormément de migrants qui venaient justement par la frontière du Sud. Et justement, l'administration Biden, en essayant de canaliser, de trouver justement un moyen de contrôler le flot entre la frontière mexicaine et l'entrée aux États-Unis, a créé justement ce programme qui a quand même été qui a eu assez de succès parce que ça a réduit considérablement le nombre de personnes qui venaient, les risques encourus, évidemment, donc, et évidemment les trafics auxquels seraient soumis justement ces migrants. Donc, sous ce programme particulier, mais les personnes qui entraient, on leur accordait un certain statut qui était légal. Évidemment, ce n'était pas un statut permanent, mais au moins sous ce programme, ils avaient le droit de travailler. Bon, maintenant, il faut comprendre que les républicains ont toujours été extrêmement opposés à ce programme qu'ils trouvaient comme étant vraiment un passe-droit, laissant entrer trop de migrants aux États-Unis, comme ça, selon eux, sans contrôle, qui représentait un danger pour la sécurité nationale. Mais le président Trump, pendant sa campagne, justement, avait indiqué que l'une des premières initiatives qu'il ferait, ce serait justement de démanteler le programme. Donc, lorsqu'il y a eu justement le premier jour de l'administration Trump, donc après l'investiture, le président a mis une pause sur ce programme en disant, bon, là, maintenant, on suspend pour le moment. On met une pause pendant qu'on décide ce qu'on allait faire. Mais les analystes, les spécialistes savaient très bien que en fait, ça sonnait le glas pour ce programme et que ce n'était qu'une question de temps. Mais maintenant, nous y sommes. Voilà, le Department of Homeland Security a indiqué, c'est fini, on a révoqué. Donc, ce qui se passe, c'est que ça met plus d'1 demi-million, exactement 530 000 personnes, comme ça, sans statut légal. Et encore plus. Ce qui est encore plus corsé, c'est qu'on leur a donné 30 jours pour quitter le territoire américain ou alors de se déporter automatiquement, ce qu'on appelait self-deport. Donc, ça veut dire qu'ils ont plus jusqu'au 26 avril voilà, pour quitter le territoire. Évidemment, ça crée énormément d'émoi parce que beaucoup de personnes se retrouvent comme ça, sans statut et se demandent mais comment est-ce qu'on va pouvoir justement procéder? Mais il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Et justement, pour certains d'entre vous, tout n'est pas fini. Il faut vous rappeler que malgré justement cette politique extrêmement sévère, il y a encore les textes qui s'appliquent. Donc, par exemple, si vous êtes éligible pour l'asile, si vous pensez que rentrer dans votre pays, vous feriez face à la persécution, mais vous avez le droit de faire votre demande d'asile devant les services d'immigration. Mais évidemment, vous allez devoir expliquer, vous faites en fait une demande basée sur quoi? Quand vous dites que vous n'auriez pas de la persécution, mais basée sur quoi? Parce qu'il y a 5 grandes catégories. Donc, je peux vous en donner quelques-unes. Une qui est basée sur l'opinion politique, une autre qui est basée sur justement vos convictions religieuses. Donc, quelle est exactement cette catégorie? Mais si vous arrivez à déterminer et vous dites non, mais je ne peux pas rentrer, vous ne devriez pas en fait hésiter à le faire. Oui.
Et ça vous permettrait justement, entre-temps, d'avoir votre permis de travail, évidemment, pendant qu'on traite votre demande. Est-ce que ceci veut dire que, ultimement, ça va être approuvé? Non, mais vous êtes éligible. Et quand on est éligible, vous avez ce droit, vous avez le droit de poursuivre justement cette avenue. Donc ça, c'est déjà une option qui s'offre à vous. La deuxième option, ce serait quoi? Mais une deuxième option, par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont de la famille aux États-Unis. Par exemple, si vous êtes l'époux d'un citoyen américain ou d'une citoyenne américaine, votre conjoint pourrait faire une demande en votre nom, dont vous pourriez être éligible. Maintenant, ça dépend, c'est au cas par cas parce que chaque dossier est différent. Mais ça, la loi prévoit que oui, si vous êtes éligible pour cela, vous avez le droit encore de poursuivre cette avenue, comme je disais tantôt. Maintenant, si vous avez par exemple un parent qui est américain, ça pourrait vous être utile. Si votre enfant de plus de 21 ans américain, ça pourrait vous être utile aussi. Mais n'oubliez pas également, il y a une troisième option qui pourrait s'offrir aussi à vous. C'est par exemple ceux d'entre vous qui demanderaient basés sur des raisons humanitaires. On a parlé des demandes d'asile, mais il y a aussi certains d'entre vous qui auraient été peut-être victimes de violences conjugales ou d'abus de la part d'un conjoint, d'un enfant ou alors d'un parent qui soit américain, résident permanent ou alors voilà. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, vous devrez en fait aller assez rapidement, ok? Ou par exemple, si vous avez été victime d'un crime. Si vous avez été victime d'un crime, si vous avez été témoin d'un crime, vous devez en fait faire votre demande. Donc ce sont des options qui s'offrent à vous. Maintenant, disons que vous n'avez rien de tout ce dont on a cité, mais vous ne vous retrouvez pas. Vous dites, mais moi, je ne suis pas éligible pour quoi que ce soit. OK, mais qu'est-ce qui va se passer? Probablement, c'est que le gouvernement, maintenant, va essayer de commencer une procédure contre vous. Donc, en vous amenant devant la cour d'immigration, où vous allez devoir vous défendre. Justement, devant la cour d'immigration, ils vont vous demander, mais voilà, mais devant la cour d'immigration, il ne faut pas oublier que c'est au gouvernement de prouver que vous êtes déportable. Bon. Si on a annulé votre statut légal, en effet, vous êtes déportable. Ça ne veut pas dire que vous allez être déporté parce que vous avez toujours le droit de présenter une défense devant justement le juge d'immigration et le juge peut vous accorder justement le droit de rester aux États-Unis si vous remplissez les critères. Donc, comme j'ai dit, ce que j'ai cité au début, il se pourrait que vous présentiez cela devant le juge. Donc, voilà autant de choses qui pourraient justement s'offrir à vous et qui vous permettraient justement de le faire. Mais maintenant, évidemment, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous conseille de consulter un avocat. Ah oui, parce qu'il faut explorer les options qui s'offrent à vous. Donc, vous rappelez également que vous avez toujours la charge et la preuve de démontrer que vous êtes éligible pour ce que vous demandez. Si vous dites que vous allez être persécuté, il faut que ce soit une demande qui soit vraie. Si vous dites que, bon, voilà, c'est basé sur le mariage, mais que votre mariage soit rentré de bonne foi. Donc, il faut faire attention à ça parce que vous ne voulez pas être accusé de faire des demandes frauduleuses, ok? Donc, quelle que soit la demande que vous mettez, vous le faites. Ne réfléchissez pas en vous disant, mais oui, je ne suis pas sûr que je vais gagner. Non. L'idée, c'est que, est-ce que vous êtes éligible? Si vous êtes éligible, vous poursuivez. Oui, vous avez le droit. Et c'est devant la cour ou c'est devant les services d'immigration qui vont déterminer si oui, en fait, on doit vous l'accorder. On accorde ce que vous demandez. Donc, j'espère que ça vous donne un peu, ça vous donne un petit éclairage par rapport à ce qui vous est, en fait, ce qui vous est disponible, voilà, que vous pouvez présenter. Le second sujet dont on va parler, mais c'est justement l'accord entre l'ARS, dont les services des impôts, et l'administration. Mais ça représente encore, en fait, un outil dans l'arsenal de l'administration qui veut poursuivre cette politique d'immigration. Donc, ce n'est pas surprenant. Mais pourquoi vous pensez qu'ils vont avec l'ARS? Mais parce qu'avec l'ARS, ils auront accès à beaucoup de données. Et pourquoi? Parce que la majorité des gens qui n'ont pas le droit de travailler ou qui ne peuvent pas avoir un numéro de sécurité sociale, ils ont besoin d'un numéro pour pouvoir faire en fait leurs impôts, faire leur déclaration d'impôts. Et c'est ce qu'on appelle Individual Taxpayer, justement, Number. Donc, c'est les mêmes chiffres que le numéro de sécurité sociale, mais ça permet quand même de pouvoir faire sa déclaration en bonne et due forme. Mais dans le passé, ces données, en fait, elles sont protégées. Sur la loi, justement, sur la vie privée. Ce n'est pas des données que les ministères vont partager. Et c'est comme ça, tous les ministères, toutes les données, en fait, sont protégées. Et la seule exception, ce serait si vous êtes, par exemple, impliqué dans un dossier, justement, d'affaires criminelles.
Mais là, on parle de droit civil, parce que oui, l'immigration, c'est du droit civil. Mais l'administration, maintenant, veut utiliser ces données. Et l'ARS va leur accorder cela. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que il sera très facile pour l'administration de pouvoir identifier ceux d'entre vous qui probablement n'ont pas de statut légal à ce moment ou qui sont dans le processus de l'avoir. Oui, parce que c'est dans le processus de l'avoir, jusqu'à ce que vous l'obtenez, vous n'avez pas encore de numéro de sécurité sociale pour certains d'entre vous. Mais vous allez avoir votre Identification Individual Taxpayer Number, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir assumer qu'il est fort probable que cette personne qui a ce numéro est probablement quelqu'un qui n'a pas encore de statut légal, statut permanent, donc il a été octroyé par les services d'immigration. Donc ça, c'est un très grand changement parce qu'en termes de vie privée, de la protection de la vie privée, normalement, ces données ne seraient pas accessibles. Mais il se trouve que, on y est maintenant. Il faut que vous le sachiez, c'est ça. C'est ce qui se pose là, comme ça, devant nous. Donc, je pense que ça devrait arriver dans les jours qui viennent. On en parle depuis vendredi. Des sources au sein de l'administration indiquaient que l'accord est pratiquement imminent. Donc, on va l'avoir. Mais voilà la raison pour laquelle. Donc, vous voyez que tout est fait en concert. Donc, on a annulé déjà le statut légal de plus d'1 million de personnes. On va rentrer avec un accord avec l'ARS. Ne parlons pas des autres outils que l'administration utilise, par exemple, de prendre des personnes qui travaillent pour d'autres ministères en leur demandant maintenant d'aider l'ICE, n'est-ce pas, à pouvoir attraper les gens, à pouvoir faire ceci ou cela. Donc, en fait, ce que fait le gouvernement, c'est d'utiliser toutes les ressources qui leur sont justement disponibles en se disant, bon voilà, pour pouvoir poursuivre leur politique d'immigration. Donc, faites vraiment très attention. C'était ça, je voulais un peu partager ça avec vous pour vous dire, bon voilà, voilà ce que vous devriez apprendre. Mais, donc voilà, ça c'est des très grandes nouvelles qu'on a eues là ces 2 derniers jours. Évidemment, on en reçoit tout le temps, mais évidemment, n'oubliez pas de joindre la page, oui, bien sûr. Comme ça, vous n'allez pas rater les nouvelles. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. Mais oui, mais oui, mais oui. Et comme ça, vous n'allez rien rater. Vous partagez. Et merci, vous mettez un pouce si vous appréciez et tout. Donc, je m'appelle Annie Koloko, je suis avocat d'immigration. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt. Bye!